Bonjour à tous, merci d'être connectés et bienvenue dans ce rendez-vous de l'attractivité en Auvergne-Rhône-Alpes. Avant de me présenter, je vais tout de suite passer la parole à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, en la personne de Cécilia Tégédor et Sonia François. Mesdames, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième webinaire sur l'attractivité. Moi, je rappelle un petit peu qui nous sommes, hein, l'agence économique Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises. Nous avons dans nos missions d'être le correspondant chef de file en région de tous les prospects Business France. Hein. Donc, à ce titre-là, on se doit d'animer le réseau de tous les acteurs de l'attractivité. Voilà, pour l'instant, c'est vrai que la Covid nous a pas mal ralenti, mais on espère là avec ce système de webinaire rentrer dans un rythme plus soutenu pour nous voir, pour échanger, pour que aussi vous puissiez nous faire des feedbacks, des retours d'expérience sur la manière dont on procède, et voilà, qu'on puisse s'améliorer collectivement, parce qu'on est aussi à votre service. Je rappelle juste, avant de passer la parole à Sonia, donc Sonia François, qui dirige le métier de l'Invest, de l'attractivité au sein de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, que nous sommes organisés avec une équipe répartie dans à peu près tous les territoires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On est une vingtaine, hein, de personnes qui sont dédiées à cette activité, et ce qui est important pour nous, la clé du succès, c'est vraiment d'arriver à promouvoir les territoires, les bassins d'emploi, de la manière la plus fine et ciblée possible, quoi, pour que ça puisse marcher. Et c'est pour ça que cette interaction avec vous est importante, quoi. Voilà, et je remercie également EY du travail qu'ils font avec nous, et du partage là qu'ils vont réaliser aujourd'hui, pour je dirais un peu tous nous faire monter en compétences. Voilà, j'en dis pas plus, je passe la parole à Sonia. Merci Cécilia. Juste comme tu le rappelais, donc l'Invest, en fait, cette mission d'Invest, c'est une mission qui est avant tout collaborative. Notre objectif, c'est l'implantation d'entreprises. C'est un sujet qui est complexe, passionnant, complexe, mais qui ne peut pas se faire sans un travail collaboratif que nous faisons donc avec vous au quotidien quand nous travaillons sur les offres d'implantation, entre autres. Et donc, pour mener donc à bien cette mission, nous avons choisi de travailler sur certains outils. Alors, les rendez-vous de l'attractivité, évidemment, c'est quelque chose que nous avons mis en place l'an passé. C'est le premier rendez-vous de l'année. Où on articule toujours ces rendez-vous de l'attractivité autour de deux grands thèmes, qui sont souvent les IDE donc à date, un point sur les IDE à date, et un thème que l'on choisit en fonction de l'actualité. Donc aujourd'hui, l'autre grand thème, ce sont les nouvelles formes de travail et quel impact sur l'immobilier d'entreprise. Ces rendez-vous ont vocation à être trimestriels. Donc le prochain aura lieu en juin. Je rappellerai à la fin peut-être, mais voilà, la date que l'on a choisie d'ores et déjà, c'est le jeudi 3 juin. Ça sera donc notre second rendez-vous de l'année. Et en dehors de ces rendez-vous de l'attractivité, je voulais juste aussi rappeler je pense d'ailleurs qu'elle va être diffusée aujourd'hui, toujours pour amener de l'information et toute l'information que nous brassons. Depuis 2 ans, nous avons une veille en fait que nous faisons en interne au niveau de la mission Invest sur différents sujets que sont les implantations d'entreprises, le benchmark sur les autres régions, etc. Cette lettre, nous avons décidé de la diffuser à l'extérieur, et donc vous allez recevoir
recevoir une newsletter chaque mois comme nous, à partir du travail qui est fait par notre cellule d'intelligence économique sur le sujet de l'Invest et sur différents thèmes. Normalement, elle part aujourd'hui. Voilà. Donc ça aussi, c'est quelque chose que nous avons souhaité mettre en place pour pouvoir partager en fait les informations que nous avons et sur lesquelles nous pouvons ensemble capitaliser. Voilà. Tu as parlé tout à l'heure, Cécilia, de CCFR. Nous sommes également, en tant que CCFR, et ça fera le lien avec ce que Paul va introduire après, nous sommes, c'est nous qui pilotons et qui coordonnons le bilan France, le bilan de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre du bilan France de l'attractivité. Alors, à ce stade, je vais vous donner quelques chiffres pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, sachant que toute l'intégralité du bilan ne sera diffusée et produite à la fin du mois de mars en même temps que le bilan France. D'ores et déjà, ce que je peux vous dire, moi, sur notre bilan à nous, Auvergne-Rhône-Alpes, sur les investissements directs étrangers, cette année, en 2020, nous sommes à peu près à 160 projets décisions d'investissement pour un peu plus de 4200 emplois créés ou maintenus. Par rapport à l'an passé, pour vous donner un ordre d'idée, on était à 180 projets, donc on a une baisse de 11%, ce qui n'est pas très significatif parce que la moyenne nationale est à peu près à 17. Donc on est plutôt bien de ce point de vue-là, et surtout on a une hausse des emplois qui était de 3200 emplois en 2019, et donc là on est à 4002, donc ça fait à peu près 32% d'augmentation. Ça, ce sont les grands chiffres clés. L'origine des capitaux, sans trop de surprise, on est à 66% qui viennent des pays frontaliers à la France. Et puis, dans les top 5 des investisseurs, aujourd'hui, ça aussi, ce sont les Allemands qui arrivent en première place sur le bilan. Je parle bien de cette photographie du bilan 2020. Et puis, les USA en deuxième place. Voilà. Je ne peux pas en donner plus pour l'instant parce qu'on doit affiner ces données, que nous faisons chaque année une analyse de ce bilan, que nous vous transmettrons également à la fin du mois de mars, en même temps que le bilan France et l'attractivité. Du coup, je te laisse la parole, Paul. Voilà. Merci Cécilia, merci Sonia. Du coup, je me présente moi-même, Paul Bidot. Je suis consultant au sein du cabinet de conseil EY et notamment au sein du département qui gère les équipes attractivité et développement économique. Et j'aurai l'honneur de modérer cette session. Tout d'abord, EY est très heureux d'animer ce second webinaire, comme l'a rappelé Sonia, intitulé à nouveau « Comment s'adapter dans un monde incertain ». Il aura un double objectif. Tout d'abord, ça va être de prendre la température des investissements, donc 8 mois après notre dernier rendez-vous qui date de juillet dernier. Et puis deuxièmement, de donner quelques clés de lecture, notamment sur un focus particulier dont on entend beaucoup parler actuellement, concernant les nouvelles formes de travail et comment est-ce qu'elles vont impacter l'immobilier en entreprise. Donc, tout d'abord, juste en guise d'introduction aussi sur EY et son département de développement économique et d'attractivité. Qu'est-ce que c'est? C'est un centre d'excellence leader parmi les cabinets de conseil dans le domaine de l'investissement. On revendique plus de 25 ans d'études, de publications, d'accompagnement et une équipe dédiée. Et on travaille avec toute la granularité possible des collectivités publiques, que ce soit des États, des régions, des métropoles, et ceux dans le monde entier. Mais pour autant, ça ne concerne que 50% de notre travail. La seconde partie de notre travail, et de mon travail également, ça va être d'accompagner des acteurs, cette fois-ci privés, et notamment dans la localisation de leur activité, a fortiori à l'étranger, que ce soit sur du secteur d'ailleurs industriel ou tertiaire. Donc c'est intéressant d'avoir cette double casquette et qui nous permet d'être vraiment, je pense, d'avoir notre mot à dire dans les sujets autour de l'attractivité et a fortiori en métropole. Je vais avoir le plaisir d'accueillir pour ce webinaire un certain nombre d'invités que vous voyez, d'intervenants que vous voyez à l'écran. Vincent Rofast, Vincent du coup qui est membre aussi de la maison EY, qui est directeur associé chez nous et qui est responsable des activités que je viens d'évoquer, à savoir de localisation d'entreprise. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir Gilles Lasbarère de l'entreprise Séquence, qui en est son directeur des affaires publiques. Également Hugues de Beaupuy. Hugues de Beaupuy est le directeur du syndicat mixte du parc industriel de la Plaine de l'Ain. Hugues n'est pour l'instant pas présent au webinaire, j'espère qu'il va réussir à se connecter. Et enfin, dernier intervenant, Laurent Laporte, président et directeur général de BrainCube. On en reparlera sur leur titre, leur fonction. N'hésitez pas, messieurs, si j'ai écorné votre petite biographie, à me reprendre. Tout d'abord, juste avant qu'on rentre
dans l'analyse et dans le sommaire de ce webcast quelques règles. Du coup, on est ensemble jusqu'à 11h45 midi. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On y répondra puisqu'on a une session vraiment de Q&A prévue à la fin de ce webinaire. Du coup, le webcast va se dérouler en 3 séquences. La première séquence, voilà, suite à l'ouverture de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, nous allons voir, animé par moi-même, une séquence introductive qui nous permettra de faire le point en fait, sur l'impact de la crise versus la dynamique des investissements directs à l'étranger, et ce sur la base d'une enquête réalisée par nos soins à la fin et qui a été publiée à la fin de l'année 2020. Du coup, c'est intéressant parce que c'est des questions qu'on a posées et qu'on vous a présentées notamment lors du précédent webinaire en avril dernier, en plein cœur de la pandémie, avec un certain nombre de pays européens sous couvre-feu à minima, distanciation sociale et voire lockdown. Et on a reposé ces questions en octobre à un panel de dirigeants. Et donc il est intéressant de voir leur évolution, notamment dans leur mentalité versus leur décision d'investissement. J'interviewerai à ce titre, et ça permettra d'illustrer ce point, du coup, Gilles Labarrère de l'entreprise Séquence, et qui, au travers de son entreprise, continue à maintenir un investissement industriel sur le territoire régional. Le second temps de ce webinaire sera consacré, du coup, comme je disais auparavant, sur les nouvelles formes de travail et leur impact sur l'immobilier. Vincent nous fera la lumière sur l'évolution de cette fonction immobilière dans un monde post-Covid, si on est capable de l'analyser. Et enfin, le troisième temps prendra la forme d'une table ronde, durant laquelle nous aurons une discussion avec un territoire, la Plaine de l'Ain, qui a particulièrement bien résisté pendant la crise. Ils ont atteint aujourd'hui un quorum de plus de 8000 salariés, et BrainCube, par son directeur général Laurent, qui nous parlera notamment de son immobilier, dont il se permet d'utiliser pour être attractif en tant qu'employeur également. Sans plus tarder, je rentre dans la première partie, investissement étranger, où en est-on? Du coup, il y a un certain nombre de bilans qui ont été effectués sur l'année 2020. Sonia le mentionnait aussi un peu avant moi. Business France indiquait notamment une baisse de seulement 17% des IDE, c'est un chiffre qu'a rappelé Sonia, par rapport à l'année 2020 versus 2019, pardon. Ce sont des chiffres qu'il conviendra bien sûr d'analyser plus en détail. Et du coup, je vous le disais, EY a analysé via un sondage un certain nombre de décisions d'entreprise et qu'est-ce qui a pu motiver, qu'est-ce qui peut continuer à motiver des investisseurs. Parce que, voilà, le premier message, c'est malgré les perspectives positives, l'Europe est encore au milieu du gué. Bah oui, en effet, on est au milieu du gué parce qu'on est encore en plein cœur de la pandémie. On pourrait penser que 17% d'IDE, une chute de 17% d'IDE, c'est relativement faible, ça dénote une capacité de résilience du territoire national. L'ONU table quand même sur moins 40% à une échelle mondiale de flux d'investissement. Cette pandémie est là encore partout. Il y a une campagne de vaccination qui met du temps à se dérouler. On sent bien que la reprise d'investissement va tout de même être graduelle et que certains secteurs sont encore impactés, sont encore en plein dans la crise et sont totalement impactés. On pense notamment au tourisme ou de façon plus relative peut-être à l'automobile. Toujours est-il qu'on note, et ça va être noté dans le sondage que je vais vous présenter ensuite, une sorte de reprise aussi de l'optimisme du côté des investisseurs et qui est forcément positive pour la reprise d'investissement. Deuxième message, les multinationales sont plus réservées par rapport à la modification de leur structure. Il y a eu une grande chimère comme quoi, suite à un certain nombre de mesures très restrictives pour la circulation des biens et des personnes, on allait assister à une vague de relocalisation sur certains secteurs en Europe. Il se trouve que nous, en tant que EY, on traque justement, on monitore ces investissements directs à l'étranger. On n'observe pas de phénomène massif de relocalisation. Alors, les entreprises continuent à se poser des questions sur leur empreinte géographique, totalement. Quand bien même elles devraient activer la seconde et passer dans une démarche vraiment d'investissement, ce serait plutôt sans doute
sur du nearshoring, donc étudier des territoires proches de l'Europe, mais pas forcément au sein de celle-ci. Et ce, via différents drivers que je vous détaillerai un peu plus tard. Ensuite, le sentiment des dirigeants est relativement partagé sur le climat mondial de l'investissement. On verra, la moitié d'entre eux ne savent pas si on va retourner business as usual comme auparavant, ou si on va alterner des phases de récession, puis de reprise. Dans ce contexte un peu plus précis, les investisseurs internationaux sont toujours très sensibles aux mesures de soutien de l'activité. C'est on ne peut plus vrai. On réalise au sein d'EY un certain nombre de business cases pour des entreprises, comme je vous le disais, qui souhaitent s'implanter dans différentes localisations. Et ce n'est plus un détail, que ce soit des incitations financières, de formation, de terrain, des facilités qui permettent aux entreprises de s'installer. Eh bien, ce sont des petits détails qui, dans des temps troublés, comme on vit actuellement avec la conjoncture actuelle, font réellement la différence dans un choix d'implantation. Et ces choix d'implantation, ils sont animés, dernier point, par des drivers qui restent des priorités. On n'a pas découvert des nouveaux drivers, mais je veux dire, ils ont pris de l'importance et la Covid a eu un effet catalyseur sur ceci, à savoir le climat et l'importance des nouvelles technologies. Je vais rentrer maintenant du coup j'ai préparé juste 4 petits tableaux pour illustrer ces propos. Donc ce sont des questions, encore une fois, qu'on a posées à un panel d'une centaine de dirigeants, et on a posé un certain nombre de ces questions en octobre 2020, et on les avait posées déjà en avril. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir en jaune l'évolution la plus récente versus les questions qui ont été posées en avril. Du coup, la première question était la suivante. Comment allez-vous modifier votre chaîne logistique industrielle en réponse au Covid? Avant même de rentrer dans le contenu des différentes réponses, on observe qu'en fait, en jaune, la répartition est plus équilibrée. Il y a une sorte de meilleure ventilation au sein des réponses. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire que la panique a fait place au réalisme et que maintenant les dirigeants sont plus modérés sur les décisions d'investissement, mais toujours est-il qu'ils ont différentes opinions et qui sont moins extrêmes dans leur choix qu'auparavant. Ensuite, si on s'intéresse à quelques façons de modifier leur chaîne logistique, je vous en parlais, on a fait le grand cas du nearshoring qui était jusqu'à 80% des façons de modifier sa chaîne logistique en avril et qui tombe maintenant à un niveau plus raisonnable autour de 37% en octobre. Et ou encore réduire la dépendance à une source dominante ou unique. Ce n'est pas forcément aussi évident que ça a pu l'être il y a maintenant 1 an. Je passe à la seconde question. Quel impact probable le Covid aura-t-il sur le climat économique mondial au cours des 3 prochaines années? Eh bien pareil, on note une certaine stabilisation des réponses en jaune. Elles se répartissent de façon exactement pareille, 41%, entre période de volatilité associée à chaque confinement et du business as usual après un redémarrage de l'économie. Donc les investisseurs les dirigeants sont plus modérés sur ce sujet, et on notera tout de même qu'il y a une sorte d'optimisme un petit peu retrouvé, puisque la part de ceux qui estiment qui sont les plus négatifs à ce sujet et qui pensent qu'il y aura un changement très négatif et radical de ce climat de l'investissement tombe de 21 à 17%. Ensuite, concernant les tendances, laquelle de ces tendances va être accélérée par l'équipe Inédit de Covid au cours des 3 prochaines années, pardon. Idem, sans surprise, on retrouve des thématiques qui étaient déjà au cœur de l'investissement des entreprises, l'adoption du digital par les consommateurs, l'urgence climatique, les nouvelles technologies, l'automatisation des procédés industriels. Les réponses ont été une nouvelle fois un peu plus modérées sur l'analyse d'octobre qui est parue en fin d'année. On pourrait peut-être le synthétiser sur le fait qu'on note pas d'effet de rupture. Le Covid a eu un effet catalyseur sur ces tendances. On estime qu'on va sans doute gagner 10 à 20 ans sur les façons de travailler, mais il n'y a pas eu une vraie rupture, pas eu de révolution dans des tendances suite à l'épidémie de Covid. On va vouloir déjà être rassuré et fonctionner de la même manière qu'on fonctionnait avant la crise. Et enfin, une dernière question, et qui fait écho un petit peu aussi à l'urgence climatique que je mentionnais dans les dynamiques poussées par le Covid,
c'est une nouvelle question. De quelle façon vous allez prendre en compte la soutenabilité de vos futurs projets d'investissement? Déjà, on note de façon intéressante qu'on parle beaucoup du climat, mais il y a d'abord une responsabilité sociale qui est mise en avant à 61% par les répondants. Ça fait notamment écho, et je pense que Vincent en touchera un mot tout à l'heure, sur le future of work, sur voilà, la capacité à travailler dans un environnement de travail sain, agréable, une fois que les salariés pourront revenir de manière permanente sur leur lieu de travail. Et enfin, je commenterai le deuxième point sur le fait de chercher des matériaux et des sources d'énergie plus durables. Pareil, c'est une réalité. Moi, je pense notamment juste à la période où a été effectué ce sondage, à savoir en octobre dernier. Nous accompagnons en tant qu'EY une entreprise de la chimie et qui, poussée par sélectionnaire, par son board, a choisi une localisation qui lui permettait, et pourtant on était sur un projet dans la chimie et donc avec des besoins en énergie qui étaient relativement conséquents, a opté pour une localisation qui lui accordait pour sûr 100% d'énergie renouvelable. Donc aujourd'hui c'est vraiment une réalité et le projet, pour tout vous dire, a fini dans un pays nordique parce que de par le mix énergétique de ce type de territoire, ils étaient un peu avantagés par rapport au territoire qu'on pourrait avoir en France. Voici pour ces premiers éléments de réponse concernant l'évolution des investissements directs à l'étranger suite au Covid. Pour illustrer un petit peu ce propos, je vais accueillir Gilda Barrère. Donc Gilda, corrigez-moi si je me trompe, mais je suis pratiquement sûr que vous représentez Séquence, une entreprise qui est spécialisée dans les solutions pharmaceutiques et des ingrédients très spécifiques à ce propos. Vous avez un siège, plusieurs unités de production en région, Bourgoin-Joyeux, Roussillon, Pont-de-Claix, Sainte-Fons, et d'autres implantations internationales. Gilda, bonjour. Première question, votre entreprise fait-elle partie de celles qui ont continué d'investir durant la crise? Et pouvez-vous nous dire dans un deuxième temps comment les facteurs de décision d'investissement d'une entreprise comme Séquence ont évolué avec celle-ci? Alors, bonjour à tous. Merci Paul pour cette introduction. Effectivement, le groupe Séquence a 24 sites industriels dans le monde, dont 18 en Europe et 14 en France. Notre siège social est à Écully, donc à côté de Lyon, dans le Rhône. On est très présent en Rhône-Alpes, mais aussi en banlieue parisienne et dans l'Est de la France. Concrètement, on est un acteur et un des leaders dans ce qu'on appelle la synthèse pharmaceutique, c'est-à-dire la production de principes actifs et d'intermédiaires pharmaceutiques qui rentrent dans la composition des médicaments. Le principe actif est la molécule qui soigne, par exemple. On fabrique à Saint-Fons l'aspirine, mais également à Roussillon le précurseur de l'aspirine, à savoir l'acide salicylique, et on fabrique même les matières premières qui servent à faire l'acide salicylique à Roussillon en Isère, à savoir le phénol. Donc on est un acteur intégré sur la chaîne de valeur, mais on reste en amont de la chaîne de valeur. Ensuite, on vend l'aspirine à des grands labos pharmaceutiques et vous trouvez en officine l'aspégique pour prendre par exemple le produit de Sanofi ou d'autres produits génériques. Concrètement, pour répondre à la question, pendant la crise, on a été particulièrement sollicité pour deux raisons. La première, c'est qu'on produit des molécules absolument essentielles. Pendant la crise, on a eu une augmentation très forte de la demande de production européenne de produits critiques, avec les fermetures de frontières d'une part et la hausse de la demande d'autre part. Nos sites ont été fortement mis à contribution, nos sites français ont été fortement mis à contribution pour permettre de continuer à fournir ces molécules essentielles. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que bien évidemment, on s'est mobilisé et on a beaucoup investi pour continuer nos opérations malgré la crise. Donc le contexte sanitaire nous a fait prendre conscience de l'intérêt de produire ces chaînes essentielles en Europe et dès début 2021, soit à peine 8 mois après la crise, on a lancé des investissements très conséquents à hauteur de 65 millions d'euros. Donc pour une société comme la nôtre qui fait 1 milliard de chiffre d'affaires et qui fait à peu près 100 millions d'euros d'investissement par an, c'est des sommes considérables. Donc on a investi 65 millions d'euros par an sur 5 de nos sites français, dont 3 en région Rhône-Alpes,
en l'occurrence Bourgoin-Jallieu et 2 investissements à Roussillon, pour augmenter nos capacités de production en Europe et répondre à la demande de nos clients qui, comme vous l'avez dit, Paul, s'orientent vers un approvisionnement plus local, car plus sécurisé. Donc voilà pour la première chose. Donc la crise nous a fait prendre vraiment conscience de notre rôle sur la chaîne de valeur et a conduit à la réalisation d'investissements très conséquents sur le site européen. Concrètement, comment se maintenir? Parce que vous avez évoqué, je me souviens lors de notre entretien exploratoire, un chiffre qui était assez éloquent. Une entreprise industrielle qui n'investit pas, elle a une durée de vie de 5 ans. Alors, donc ça c'est pour répondre effectivement à votre deuxième question. Qu'est-ce qu'il nous faut pour nous développer et pourquoi on se développe? Donc, comme indiqué, il nous faut 3 choses pour se développer dans une région. La première chose, c'est effectivement d'avoir les moyens d'investir, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire que dégager suffisamment de valeur pour pouvoir réinvestir sur les sites. Concrètement, sur nos métiers et même sur nos métiers de l'industrie relativement lourde, on a besoin d'investir continuellement sur des nouvelles technologies. Et le jour où on s'arrête d'investir, finalement, on perd en compétitivité très rapidement. Et le jour où on arrête d'investir sur un site industriel, comme vous le dites, 5 ans plus tard, l'entreprise ferme. Donc, moi, avant de rejoindre Sequans, j'étais dans le groupe Solvay, qui était anciennement Rhodia et Rhône-Poulenc. Concrètement, je l'ai vu, à titre personnel, un site industriel où on arrête d'investir, 5 ans après, il meurt. Parfois, ça peut tenir jusqu'à 10 ans avec des perfusions d'aide de l'État, mais entre 5 et 10 ans, il meurt. Donc ça, c'est, je pense, vis-à-vis des élus locaux, des administrations locales et de la collectivité, il est important de vérifier que les industriels continuent d'investir. Le jour où ils arrêtent d'investir, ils perdent en compétitivité et c'est qu'une question de temps qu'ils perdent des parts de marché et qui finissent par, derrière, ne plus être compétitifs et ne plus être rentables. De compétition aujourd'hui, pour faire un peu écho à la présentation qu'on avait eue auparavant sur l'investissement direct à l'étranger international, elle vient d'où aujourd'hui? Alors la compétitivité sur les principes actifs et intermédiaires vient essentiellement de Chine et d'Inde. Autant la Chine, depuis 2017-2018, a profondément changé ses règles en termes environnementaux et aujourd'hui a des standards environnementaux qui se rapprochent de ceux de l'Europe, autant l'Inde est très loin derrière et est capable de produire à des coûts de production sans commune mesure avec l'Europe. Et du coup, peut-être que recommanderiez-vous à un territoire pour fidéliser des entreprises et leur permettre de continuellement investir comme vous le suggériez? Alors, la première chose, c'est effectivement faire prendre conscience du rôle de ces industries dans le tissu économique local. Souvent, on voit un site en amont des chaînes de valeur comme représentant relativement peu d'emplois. Les sites industriels, nos sites industriels représentent entre 100 et 200 emplois par site. Même la plateforme de Roussillon, qui est une des plus grosses plateformes de France, c'est 1600 personnes. Donc on a l'impression que c'est pas beaucoup. Or, c'est absolument gigantesque puisque derrière, on a tous les sous-traitants en maintenance, en amont des chaînes de valeur, en R&D, tous les services, les banques, les assurances, EY qui certifient nos comptes, etc., qui viennent travailler. Donc on parle d'un facteur indirect de 3 à 4 uniquement pour les gens qui viennent travailler en accompagnement de l'activité industrielle. Et ensuite, on parle de toutes les activités aval qui dépendent de cette chaîne de valeur. Concrètement, pour faire très simple, si on arrête la raffinerie de Feyzin, moi, j'ai plus de benzène et de propylène pour faire du phénol. Si je produis plus de phénol, je peux plus produire d'acide salicylique. Si je produis plus d'acide salicylique, je produis plus d'aspirine. Donc, si on ferme Feyzin, tout meurt, en fait, instantanément. Donc ça, c'est vraiment le premier message. Une industrie, c'est un tissu, c'est pas une somme de sites. Le deuxième message qu'on doit avoir, c'est vraiment investir dans les compétences. On le voit, les investissements qu'on réalise sont essentiellement liés à nos compétences en local. On s'appuie beaucoup, nous, sur les pôles Accéléra, IFP, Énergie Nouvelle, pour développer nos projets. Notre investissement en cours sur la plateforme de Roussillon d'une nouvelle unité d'isopropanol
c'est des procédés qu'on travaille avec l'IFP. Donc, de ce point de vue-là, avoir des compétences est absolument essentiel, sinon c'est impossible de se développer et impossible de faire des investissements. Il faut des hommes et des femmes pour les réaliser. Donc, premier élément, avoir les capacités d'investir. Deuxième élément, avoir le tissu industriel et donc les compétences industrielles locales. Et troisième élément, avoir les compétences humaines en région. Donc, c'est vraiment ces trois éléments. Et quelque part, les autres éléments comme les soutiens, le coût du travail, la compétitivité, pour moi, ça c'est annexe. Le plus important, c'est le tissu industriel, la capacité à investir et les compétences. Si vous enlevez le tissu industriel, juste pour un exemple, et le tissu industriel global, le jour où j'aurai à réparer une pompe, j'aurai personne pour la réparer. C'est bête comme chou ce que je dis, mais c'est la réalité du terrain. Donc on voit des territoires qui ne font pas attention au délitement industriel, et une fois que le seuil est atteint, c'est fini. C'est-à-dire que si j'ai pas de sous-traitants pour réparer mes pompes, qui travaillent pour l'industrie de la pharma, mais qui travaillent peut-être également pour d'autres industries, et qui mutualisent ces compétences de réparation de pompes, le jour où il n'y en a plus en local, je suis obligé d'appeler des Allemands pour venir le faire, et petit à petit, je perds en compétitivité. Si je perds en compétitivité, je perds en capacité d'investir. Si j'investis plus, je meurs. C'est très clair. Merci. Merci beaucoup, Gilda. On va passer à... C'était très édifiant. Merci encore. On va passer à la séquence suivante. Concernant du coup le point de vue de notre expert Vincent du cabinet EY sur les nouvelles formes de travail et leur impact sur l'immobilier d'entreprise. Ouais, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous ce matin. Je me présente peut-être très brièvement. Donc Vincent Rofast, je suis directeur associé chez EY. Je travaille très fréquemment avec Paul. On fait partie de la même équipe. Et donc, comme Paul l'expliquait tout à l'heure, en fait, on travaille beaucoup sur les questions d'attractivité. Moi, je m'occupe aussi d'ailleurs du baromètre de l'attractivité France et Europe depuis 17 ans maintenant chez EY. Et à ce sujet, je voulais préciser qu'on publie donc le rapport attractivité de la France le 7 juin. Donc, ce sera l'occasion d'y voir beaucoup plus clair sur les toutes dernières tendances d'investissement en France, mais aussi en Europe. Et voilà, ça me semblait important de rappeler ça parce que, en fait, on a les résultats, on le voit bien depuis le début de la crise Covid, ont tendance à devenir obsolètes très rapidement. Donc, les résultats qu'on vous a présentés là sur le mois d'octobre montrent une tendance très intéressante entre avril et octobre, mais on ne doute pas que les choses vont encore beaucoup évoluer et auront beaucoup évolué évidemment depuis le mois d'octobre. On est en train donc de travailler là-dessus et on va publier nos résultats donc le 7 juin. Donc on sera ravis, d'ailleurs si besoin, on sera ravis de vous faire une présentation spécifique pour vous avec un focus éventuellement sur Auvergne-Rhône-Alpes de ces résultats d'attractivité de la France dans son contexte européen. Alors, la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est sur un sujet qui est un petit peu qui est connexe ou annexe à la question de l'attractivité. Et on a publié en novembre dernier une enquête mondiale sur l'impact de ce qu'on appelle le Future of Work. Alors, la meilleure traduction qu'on ait trouvée en français, c'est la transformation du travail. Donc, l'impact de cette transformation du travail sur l'implantation des entreprises et sur donc l'immobilier d'entreprise, en particulier pour les métiers, pour le secteur des services d'entreprise qui sont de gros consommateurs de bureaux. Et ce sera intéressant, je pense, d'avoir justement le point de vue justement de ces transformations profondes des modes de travail, le point de vue des industriels, puisque je ne doute pas que ça a aussi un impact. Alors, cette étude qu'on a publiée en novembre, c'est une enquête mondiale qu'on a réalisée en partenariat avec ULI. ULI, c'est le Urban Land Institute. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous. C'est un think tank vraiment mondial, 40 000 membres dans le monde. C'est le plus gros think tank immobilier. Et on a pris le parti donc d'interroger. On a eu cette idée à la fin du premier confinement. On a pris le parti d'interroger les professionnels de l'immobilier, donc principalement les investisseurs
et les promoteurs immobiliers sur la transformation qu'ils anticipent, les transformations qu'ils anticipent sur les dynamiques de localisation et d'immobilier des entreprises du fait de la transformation profonde du travail qui s'est à l'évidence très largement accélérée depuis l'émergence de la crise du Covid. Et donc voilà, on a eu cette idée-là et en fait, au moment où je vous parle de ces éléments de contexte, parce que ça aide à comprendre un petit peu hein, le pourquoi du comment, mais au moment où on a pris la décision de réaliser cette enquête mondiale, donc c'était à l'issue du premier confinement, au mois de mai, et on voyait beaucoup d'articles, d'études, de rapports faits par des consultants comme nous. Nous-mêmes, on a beaucoup contribué à ça, qui réfléchissaient donc sur les transformations profondes qui allaient être induites par la transformation du travail. Sauf que aucun de ces articles ou études n'avait vraiment de vision globale. On avait beaucoup de mal à réconcilier l'ensemble de tout ça. C'était beaucoup d'études très locales, spécifiques à certains pays, certaines villes, qui suivaient des méthodologies très différentes. Et donc, on s'est dit, voilà, on est quand même face à une tendance qui nous semble très lourde, une pandémie qui, par définition, est mondiale, donc à problème mondial, méthodologie mondiale. Et donc, c'est là qu'on s'est rapproché de ULI, qui a été tout de suite partant, pour nous ouvrir leur réseau de membres de leur think tank et permettre donc de réaliser cette enquête. Alors, cette enquête, comme vous le voyez ici, elle a été réalisée au cours du mois d'août et du mois de septembre auprès de très exactement 555 répondants à travers le monde. Donc, principalement, vous le voyez ici, Amérique du Nord, zone IMIA, comme on dit en bon français, et puis et Asie. Et sur le panel de répondants, on a donc une bonne représentativité des investisseurs immobiliers, mais également des promoteurs immobiliers. Et donc, ce qu'on leur a demandé, c'est de répondre non seulement, eux, de leur point de vue, compte tenu de leur connaissance du marché, de nous donner les tendances que eux anticipent, mais aussi bien d'avoir en tête les besoins de leurs clients. Donc, et c'est là où ça nous semblait intéressant d'interroger des professionnels de l'immobilier, c'est parce que ces acteurs de l'immobilier, en réalité, répondent voilà, en ayant en tête ce que leurs clients vont exiger et donc eux-mêmes sont contraints d'anticiper finalement les besoins de leurs clients utilisateurs, hein, donc ceux qui consomment typiquement des mètres carrés de bureaux, et d'anticiper leurs besoins pour s'adapter et de regarder ce que tout ça nous donne. Alors, on peut peut-être passer à la page suivante. On a sélectionné ici on a une étude complète hein, qu'on est ravi de partager avec vous si besoin par la suite. Mais ici, on a sélectionné un certain nombre d'enseignements qui nous semblent vraiment clés issus de cette enquête. Alors, la première question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce que le future of work ou la transformation du travail? De quoi parle-t-on exactement? Et là, j'ai envie de dire sans grande surprise, on observe 4 grandes caractéristiques qui font finalement le future of work ou la transformation du travail. C'est le travail à distance, le travail virtuel, la digitalisation, alors non seulement sur l'intelligence artificielle, l'automatisation, mais aussi les besoins de compétences beaucoup plus formées au métier du digital. Plus de travail à la demande, donc ce qu'on pourrait appeler de façon plus vulgaire, je dirais, l'ubérisation du travail, et puis plus de travailleurs indépendants. Alors sur ces 4 grandes caractéristiques, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de nouveau ici. En revanche, ce qui me semble particulièrement intéressant, c'est de regarder l'intensité des réponses et la quasi-unanimité parfois sur certaines réponses, en ayant encore en tête que c'est une enquête mondiale. Donc là, qu'on soit face à des répondants asiatiques, nord-américains, européens ou de la grande région IMIA, on a quand même des taux de réponse qui sont quasi unanimes sur le travail à distance, la digitalisation notamment. Et donc là, on peut se dire qu'on est véritablement face à des tendances extrêmement structurelles, de fond, qu'on observait déjà d'ailleurs avant la crise du Covid, mais qui comme on le voit ici, tendent à s'accélérer très fortement depuis le mois de mars dernier pour ce qui concerne la France. Et donc là, une vraie tendance de fond qu'on ne peut pas ignorer,
On sait que le monde de demain sera différent, on ne sait pas exactement jusqu'où ça va aller, et c'est ce qu'on a cherché justement à mieux appréhender à travers cette étude. Donc voilà, encore une fois, ces 4 grandes caractéristiques, pas de grande surprise, sauf que on est certain que ces 4 caractéristiques, et en particulier les 2 premières au-dessus sur le travail à distance et la dimension digitale en termes de technologie et de talent, va être absolument déterminante sur le long terme pour les années à venir. Alors, donc, si on peut passer à la prochaine page, voilà. La grande question, c'est de se dire, OK, on sait que ça va être différent, que c'est vraiment, on est face à des changements structurels, mais jusqu'où ça va aller? Quels vont être les métiers impactés? Jusqu'où ça va aller? Et là-dessus, ce que nous disent, pour faire très simple, pour schématiser, ce que nous disent nos répondants, ce qu'ils anticipent, c'est qu'ils nous disent que avant la crise du Covid, on était dans un environnement où environ 20% des collaborateurs, 20% des employés bénéficiaient d'aménagement de leur travail à distance pour à peu près 20% de leur temps, et que dans les années à venir, dans les 3 à 5 années à venir, ils s'attendent à ce que 60% au minimum des employés soient concernés par des mesures de travail à distance pour au moins 40% de leur temps. Voilà, donc là, ça permet de placer le curseur. Déjà, ça me semble très intéressant parce que ça permet de placer le curseur sur l'intensité du changement induit par la question spécifique du travail à distance. Et notamment, ça permet aussi de contrer peut-être quelques effets d'annonce dont on pouvait douter, qui ont été faits juste à l'issue du premier confinement qu'on a connu, où on a vu certaines entreprises annoncer dans la presse qu'elles passaient à 100% en télétravail, 80% en télétravail, sans dire exactement comment tout ça allait se faire, et qui nous semblait voilà, un peu, peut-être un petit peu exagéré, et qui nous a amené justement à vouloir creuser un peu cette question. Et voilà, donc on arrive finalement à cette projection qui nous semble peut-être plus réaliste. Et j'ajouterais sur la question du 40% du temps en télétravail au minimum, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a, une fois qu'on a récupéré ces résultats à travers l'enquête, on a cherché à les valider, en tout cas à les confronter à un certain nombre d'échanges beaucoup plus qualitatifs qu'on a pu avoir avec certains de nos clients ou certains utilisateurs. Et plusieurs d'entre eux nous ont dit qu'eux avaient observé que dans leur entreprise, jusqu'à 2 jours de télétravail, la productivité augmentait. Au-delà de 2 jours, la productivité se dégradait. Donc, c'est vraiment une question de mise en œuvre, tout ça. Et ces 40%, en fait, représentent justement ces fameux 2 jours de télétravail pour les employés. Donc, ça, c'est sûr. Jusqu'où va aller justement ce télétravail. Une fois qu'on a dit ça, on pressent tous et on observe tous chez nos clients ou vous sur les entreprises de votre territoire, qui sont aussi d'ailleurs vos clients, on observe tous que tout ne peut pas être fait à distance tout le temps. Donc on pressent bien que le télétravail s'adapte mieux à certaines tâches, certaines activités qu'à d'autres. Et donc, on leur a posé cette question à notre panel de répondants. Et ce qui ressort de cette question, c'est qu'ils nous disent que ce qui sera fait en travail à distance sera plutôt les tâches d'exécution, qui ne nécessitent pas d'interaction particulière, et il y en a beaucoup, des tâches d'exécution. En revanche, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils anticipent que toutes les tâches liées au management, notamment le management stratégique, liées à la créativité et ce qu'on peut appeler la créativité collaborative, je dirais, et également liées au développement commercial, va continuer à nécessiter une interaction forte, physique, qui va justifier la persistance ou l'existence du bureau. Et donc ça, c'est très intéressant parce que ça va être déterminant sur le nouveau visage de l'immobilier d'entreprise de demain et de ce que toutes les entreprises qu'on côtoie, nous, sont en train là où elles sont en train de réfléchir et de travailler pour adapter justement leur environnement de travail à ces évolutions qu'on voit ici sur cette page. Alors, si on passe à la page suivante,
Je le disais tout à l'heure, finalement, la question du télétravail, savoir si ça permet de gagner ou pas en productivité, c'est pas comme ça qu'il faut la regarder. On se rend bien compte que la transformation du travail, et notamment la question plus spécifiquement du télétravail, c'est ni bon ni mauvais. Tout dépend de la façon dont c'est mis en place. Et c'est là le casse-tête d'ailleurs auquel se heurtent les entreprises, c'est que c'est pas facile à mettre en œuvre pour que ça fonctionne. On voit ici les opportunités et les risques que nous remontent les acteurs de l'immobilier qu'on a interrogés. Dans les opportunités, ils citent, voilà, ça peut permettre, si c'est bien mis en œuvre, ça peut permettre de gagner beaucoup en agilité, en flexibilité dans l'organisation du travail, en flexibilité aussi des modèles immobiliers, en qualité de l'environnement de travail également. Mais sur les risques, il y a des risques liés au coût, notamment au coût lié à l'infrastructure IT à déployer pour que la transformation du travail soit mise en place de façon efficace. Et puis, il y a deux risques très, très, très importants et très fréquemment cités, y compris chez nos clients dans nos conversations individuelles avec eux. C'est un risque pour la culture d'entreprise, donc perte de culture d'entreprise, et sur la difficulté à manager donc ce qu'on appelle ici les talents, mais disons les compétences clés. Et donc sur ces deux derniers risques amènent en fait à un enseignement qui pour moi est un enseignement absolument majeur qu'on va voir sur la planche d'après, si on peut passer à la page d'après, qui est un paradoxe, mais qui est un vrai enseignement vraiment qui pour moi est vraiment le plus central, c'est que plus finalement, donc c'est un paradoxe, plus le télétravail progresse et se répand dans les formes, dans les nouveaux modes de travail, plus la question de l'immobilier devient centrale. Pourquoi? Parce que finalement, ce qu'on observe et ce qui a été dit par Gilda et ce qui a été aussi rappelé par Paul auparavant, c'est que le nerf de la guerre, quand on parle d'attractivité, beaucoup plus que l'immobilier, c'est la question de la disponibilité des compétences clés. Nous, on dit souvent à nos clients en territoire, celui qui a les talents a les projets. Or, on observait déjà avant le Covid, et ça s'est encore plus accéléré depuis le Covid, on observe vraiment une concurrence très, 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 très forte, une course au talent, très forte, et l'enjeu c'est non seulement de les recruter mais aussi de les fidéliser. Or il n'y a pas 36 solutions pour recruter, fidéliser, il y a quelques leviers puissants et l'immobilier en fait partie. Donc c'est ce qui explique finalement que qu'on soit face à ce paradoxe. Mais ce paradoxe où la question de l'immobilier devient absolument centrale. Et dans le monde de demain, donc on a cherché à déterminer comment à quoi allait ressembler l'immobilier de demain pour les entreprises. Et en gros, on a deux tendances. C'est d'une part la quantité, c'est-à-dire le nombre de mètres carrés diminue du fait de la mise en œuvre notamment du télétravail. Donc là, pour 53% des répondants, vous voyez ici, les surfaces, ils s'attendent à ce que les surfaces de bureaux diminuent dans les 3 à 5 années à venir. Mais d'autre part, la qualité de l'environnement de travail va augmenter, et va augmenter pour ces questions que j'évoquais de capacité à mieux recruter et mieux fidéliser les compétences clés. Et donc comment elle va augmenter? Ça se traduit par des espaces de travail plus personnalisés et plus flexibles, comme vous le voyez ici, plus de technologies au sein des espaces de travail, des environnements plus sécurisés d'un point de vue sanitaire, des espaces réaménagés, complètement repensés, voilà, pour s'adapter beaucoup plus au travail collaboratif. Et puis une proximité donc avec les clients, et donc la question un peu du tissu local qui était évoquée tout à l'heure par Gilda. Donc tous ces finalement, alors là on voit à l'écran ici, je ne sais pas qui présente, voilà. Mais toutes ces questions là sur la qualité qui augmente ont un coût. Et donc il y a une équation qui est très difficile finalement à trouver entre les économies que je peux faire en tant qu'entreprise en réduisant mes mètres carrés, mais le surcoût induit par la nécessaire montée en gamme finalement de l'environnement de travail pour être plus adapté aux attentes des collaborateurs et au mode de travail de demain. Alors si on peut passer à la prochaine page.
Voilà, donc là, en conclusion, sur les très grandes tendances à beaucoup plus, à long terme, en fait, ce qu'on observe, c'est que les facteurs de transformation du modèle immobilier des entreprises sont finalement assez, ou plutôt les moteurs, je dirais, de transformation pour les entreprises d'un point de vue immobilier sont différents selon l'échelle de temps dans laquelle on se place. À court terme, on pense que ce qui va perdurer, c'est une recherche d'optimisation des coûts. Donc ça, nous, on le voit absolument tous les jours avec nos clients qui cherchent à saisir l'opportunité offerte par le travail à distance pour réduire leur mètre carré et pour finalement réduire leurs coûts immobiliers, avec une réduction des surfaces, avec un départ vers voilà, des villes moyennes pour certaines entreprises ou pour certaines fonctions des entreprises. Et puis, à plus long terme, en revanche, ce qu'on anticipe vraiment de ce qu'on voit dans les questions très stratégiques que se posent l'ensemble de nos clients sur ces questions de localisation, on pense que la valeur, ce qu'on appelle ici la valeur RH du bureau ou de l'immobilier en entreprise, va augmenter. Et ça va induire finalement un regain d'intérêt pour notamment des centres urbains mieux connectés, qui sont capables d'offrir un environnement de travail et de vie beaucoup plus riche que ce qu'on peut trouver dans des options plus de nearshoring, je dirais, etc. Donc voilà, donc on s'attend à ce qu'il y ait un regain d'intérêt et d'attractivité pour ces zones-là, mieux connectées et capables d'offrir un environnement de vie pour les collaborateurs qui soit beaucoup plus adapté. Et donc voilà, donc là, ça va induire une reprise de l'investissement dans de nouveaux produits immobiliers, une réaffectation des usages, ça on le voit déjà, et puis une augmentation de l'espace finalement par employé qu'on observe déjà chez certains de nos clients. Voilà. Mais encore une fois, c'est encore très difficile de voir comment tout ça se met en œuvre et s'équilibre dans des coûts qui restent acceptables. Et il faut trouver le bon équilibre entre comment je peux optimiser mon implantation immobilière sans dégrader, voire en améliorant mon attractivité sur le marché pour les compétences clés. Voilà, donc je vous ai balayé là vraiment les grands enseignements de cette étude. Le détail est disponible, on pourra vous transmettre bien sûr les résultats de cette étude de façon, par la suite. Et je serai ravi donc de répondre à vos questions, en tout cas d'essayer de répondre à vos questions. On ne sait pas répondre à tout, mais bon, on est quand même consultant, donc on s'efforce d'avoir un avis quand même sur beaucoup de choses. Voilà. Super, merci Vincent. Et en effet, vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat. J'avais déjà vu 1 ou 2 questions passer, donc n'hésitez pas à en envoyer aussi concernant voilà, les nouvelles formes d'immobilier d'entreprise, et Vincent vous répondra à l'issue du webinaire. Alors, on va tout de suite basculer vers la 3e partie de ce webinaire, à savoir quelle réponse des territoires face à ces évolutions. Et ça sera sous un format cette fois-ci de table ronde. Donc Vincent, tu restes avec nous et tu réagis autant que tu le souhaites. Je vais déjà accueillir Laurent Laporte parmi nous. Bonjour Laurent. Oui, bonjour à tous. Donc Laurent, vous êtes le PDG de BrainCube, une entreprise innovante basée à Issoire et spécialisée dans l'IoT. Vous avez développé une suite d'applications professionnelles et spécialisées notamment envers l'industrie manufacturière. Est-ce que vous souhaitez peut-être nous présenter un petit peu plus en détail votre compagnie? Aujourd'hui, BrainCube, donc on est installé à Issoire. On est présent dans 4 pays, aux États-Unis, au Brésil et en Thaïlande. On a des clients dans 35 pays, on est 150 personnes à peu près. Et effectivement, on est des spécialistes de l'IoT industriel. On transforme les usines automatisées, traçabilisées, en leur apportant une suite d'applications et une capacité à utiliser leurs données avec des data scientists, avec plein de choses. Voilà. On fait ça depuis 13 ans. Ok. Alors, j'aurais souhaité accueillir Hugues de Beaupuy, représentant du parc industriel de la Plaine de l'Ain. Ce sont les joies de la technologie dont évoquait Vincent juste auparavant. Pour l'instant, il n'est pas parmi nous, donc on va continuer avec vous, Laurent. Et puis, si Hugues parvient à se joindre, bien sûr, on va le convier à nos discussions. Hugues, on continue ensemble. Quel bilan faites-vous de votre côté, du côté de votre entreprise, par rapport à cette année 2020 ?
Comment est-ce que vous avez perçu les évolutions des demandes des investisseurs, pour faire écho aussi à la première partie sur les IDE? Vous êtes quand même hyper en lien avec toute l'industrie manufacturière via votre développement applicatif. Quelle conclusion faites-vous sur vous, votre année 2020, et par extension l'année 2020 de l'industrie? Laurent? C'est une question pour moi, c'était une question pour Hugues, parce que vous avez dit Hugues. Donc, Ah pardon, non, Hugues n'est toujours pas parmi nous, désolé. Bon, si je fais un bilan de l'année 2020, nous on fait une croissance de 15%, et on voit des choses très différentes qui sont passées. On a certaines verticales métiers dans l'industrie qui se sont écroulées, aéronautique, automobile, ainsi de suite. On en a d'autres qui ont beaucoup progressé, tout ce qui va tourner autour du papier d'emballage, de l'agroalimentaire. Et après, on voit une répartition aussi d'une reprise en fait très très disparate, avec des choses assez molles en Europe sur la fin de l'année 2020, ça a l'air de redémarrer en 2021. Par contre, on voit des choses très dynamiques aux États-Unis. On fait 60% de croissance aux États-Unis en 2020, on va faire plus en 2021. On a 25% de croissance au Brésil, ce qui est plus fort que la croissance française qui était de l'ordre de 10-12%, avec un peu de perte de clients par des fermetures d'usines ou des projets qui sont vraiment déplacés dans le temps, quoi. Paul, excuse-moi, c'est Sonia là. Juste te dire qu'on a, enfin, Monsieur de Beaupuy a un problème de connexion. On essaye désespérément depuis tout à l'heure de trouver la solution. Nous ne la trouvons pas. Il apparaît en fait comme participant et donc il ne peut pas prendre la parole alors qu'il devra apparaître en organisateur. Donc on essaie de trouver la solution, mais je n'en ai pas pour l'instant. La seule chose qu'on pourrait éventuellement essayer, c'est de le mettre en haut-parleur devant mon micro, mais je ne suis pas sûre que la qualité soit top et du coup que ça puisse altérer le... Sinon, je vais peut-être, Sonia, je vais renvoyer le lien qu'on a eu en tant qu'intervenant. Ouais, c'est ce qu'on essaie de faire depuis tout à l'heure, mais manifestement, ça ne marche pas. Mais je veux bien que tu réessayes éventuellement quand même. Ouais. Non, je vais réessayer. Il doit y avoir également un lien audio si... On a essayé aussi. On a essayé le téléphone et le lien. Désolée, mais je préfère donner explication parce que là, ça fait un quart d'heure que l'on essaye et on n'y arrive pas. Ça marche, pas de souci. Laurent, on continue ensemble du coup. Je sais que vous avez une démarche un petit peu atypique concernant vos locaux. Certains iront jusqu'à dire que vos salariés ont la vie de château. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et un peu plus à ce propos? On a commencé, on était 3 dans la société, on a commencé chez nous, la fameuse histoire de la start-up qui commence dans un garage, c'était vraiment le cas, et on s'est rendu compte que avec la croissance d'environ 30% par an, tous les 2 ans, on avait un projet immobilier nouveau à faire dans chacune des régions dans lesquelles on était installé. Et donc, ça veut dire que tous les 2 ans, vous déménagez et vous passez de 50 mètres carrés à 150, de 150 à 600, de 600 à 1200 et ainsi de suite. Et ça au Brésil, aux États-Unis, en France et ainsi de suite. On a cherché à changer ça. On voulait à tout prix rester sur Issoire, parce qu'on avait Issoire, c'est une petite ville de 15 000 habitants, c'est un bassin de 45 000 et c'est connecté à moins d'une demi-heure de tout Clermont-Ferrand. Et on pense que c'est un endroit de vie qui est vraiment très agréable pour les gens qui fondent une famille, qui s'installent, puisqu'on a à peu près tout ce que les familles recherchent, et une grande tranquillité. Je pense à un immobilier beaucoup plus abordable autour d'Issoire que dans la périphérie de Clermont-Ferrand ou dans le sud de Clermont-Ferrand proche. Et donc, on a cherché à monter un projet et il y avait plusieurs options. Essayer de faire une sorte de campus en achetant des locaux dans le vieux centre-ville d'Issoire et avoir des bureaux un peu partout comme ça. On s'est vite heurté à une problématique de parking. Ça a été vraiment le parking qui a été problématique. On a bossé avec la mairie là-dessus. On n'arrivait pas à trouver comment garantir que si on était un jour 300, 400, 500, on arrive à... Et ça bloquait aux alentours de 100, 120 personnes. Aujourd'hui, c'est le nombre qu'on est sur Issoire. Et donc, on a cherché d'autres alternatives. Il y avait la possibilité de créer à partir de zéro dans des parcs industriels des bureaux, mais ça nous éloignait des centres-villes. Et donc, on a trouvé en fait un domaine, un ancien château du 19e siècle qui était en bon état au niveau structurel, à retaper à l'intérieur, avec l'avantage d'avoir 36 000 m² de terrain, d'être dans la commune d'Issoire, de pouvoir aller en centre-ville à pied ou en vélo, et d'avoir 10 000 m² constructibles, le reste étant de la forêt protégée. Donc avec un parc, c'est assez chouette, c'est assez sympa.
Et on a décidé de faire ça avec dans l'idée de construire le campus qu'on voulait construire en centre-ville, de le construire en fait autour de ce château. On a retapé le château, on y vit depuis 2 ans. Ça a été une opération qui a été vraiment très bien vécue par les employés, parce qu'ils adorent venir travailler là-dedans. C'est très calme, il n'y a plus de problème de parking. C'est un endroit où on aime bien accueillir des gens. On a accueilli pas mal d'événements. On est souvent sollicité par le côté sympathique et facile d'accès. Et on avait un projet pré-Covid, un premier projet d'agrandissement, donc 1500 mètres carrés de bureaux tout neufs, semi-enterrés, avec beaucoup d'écologie autour pour pas abîmer le domaine, qui a été arrêté net. On n'avait pas démarré la construction, et pour faire écho à ce qui a été présenté juste avant, aujourd'hui on est en train de réfléchir à quel va être le prochain projet. Et ça sera probablement pas des bureaux pour tout le monde, mais ça va être certainement faire un nouveau programme qui sera plutôt autour de créer des espaces de collaboration et de créer un espace où on pourra tous se réunir de temps en temps en visant une jauge de 250 à peu près personnes. On va peut-être aller le faire dans les dépendances d'ailleurs du château qui existe. Mais vous voyez, on a vraiment bloqué un projet d'investissement de 3 millions d'euros sur des bâtiments complémentaires, puisque tous les sondages qu'on fait montrent qu'on va aller vers un télétravail plus important et une grande flexibilité en fait de l'utilisation des locaux, quoi. Et du coup, vous qui le vivez au quotidien, vous l'avez senti comme étant une évolution contrainte de par le Covid, ou c'est aussi une sorte d'attente des salariés vis-à-vis de leur lieu de travail? Alors le télétravail existait chez nous, on avait une sorte d'accord, c'était pas tout à fait un accord, mais c'est une sorte de charte de télétravail avec plein de choses. Vous pouvez partir en vacances, par exemple, loin avec votre famille 3 semaines, mais de rester vous en vacances 2 semaines et travailler à distance, c'était sans problème. Vous pouviez prendre des jours en cas de difficulté. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une contrainte forte le 17 mars dernier. Donc de toute façon, on a appliqué cette contrainte, et cette contrainte a été vécue comme un test en vraie grandeur de 100% de télétravail. Il en ressort après les 2 confinements que personne ne veut, ou très très peu de gens, on parle de 2-3% de la société, aimerait rester en télétravail à 100%. Il en ressort aussi que le 2e confinement a montré que les gens voulaient plus de bureaux que la sortie du 1er confinement. Donc on va aujourd'hui vers une petite population, environ 25% de la société, qui veulent venir travailler quasiment tous les jours et utiliser le télétravail de temps en temps. Et on va vers une grosse partie de la société, et ça diffère en fonction des équipes, hein. C'est pas pareil chez les commerciaux que chez les développeurs, que chez les consultants, chez les services support. Mais une grande partie veut aller vers un mode de flex office avec réservation, en sachant qui sera à côté d'eux quand ils vont réserver, ainsi de suite, et vers une obligation en fait de rencontres quasi hebdomadaires, en tout cas plusieurs fois par mois, des équipes de travail qui travaillent proches sur des projets, de se voir et de faire des choses. Ils veulent aussi que la société continue à organiser des événements sociaux où tout le monde va pouvoir venir, où tout le monde viendra d'ailleurs, puisqu'il y aura une obligation de présence au bureau. Et c'est pour ça qu'il va falloir qu'on reconfigure nos bureaux, parce que dès qu'on va dépasser la taille où on aura plus d'employés que de places, on va passer en mode flex. Et dans ces cas-là, faire un événement où on accueille tout le monde nécessite en fait de créer autre chose autour des locaux qu'on a aujourd'hui. Ouais. Juste une petite question du coup sur les talents. C'est évoqué par tous nos intervenants comme étant un driver clé. Est-ce que vous avez des difficultés de recrutement? Vous évoquez des plans de croissance. Comment ça se passe le recrutement à Tissoire? Le recrutement, c'est un processus critique en fait pour l'entreprise. Donc effectivement, est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut prendre vraiment au sérieux. Nous, on recrute des consultants internationaux qui sont en télétravail à 100% depuis longtemps. Donc ça, c'est un vrai avantage. On peut avoir des gens qui sont installés à Madrid, à Bruxelles, à Bordeaux, à Lyon. Ça nous aide énormément. Sur la population des développeurs, qui sont la majorité des gens qui viennent à Issoire, développeurs informatiques, on a une forte communauté qui est une communauté auvergnate, mais on avait réussi à faire venir des gens un peu partout de la France. On avait des gens du Nord, on avait des gens de l'Est, on avait des gens du Sud. C'était plus compliqué. Et une fois qu'ils viennent, ils sont contents d'intégrer l'Auvergne, mais c'était plus compliqué. Aujourd'hui, on vient de signer les contrats, puisqu'on embauche. Nous, cette année, on a embauché 15 à 20 personnes à peu près. Ce qu'on a fait l'an dernier, pareil. On a des contrats beaucoup plus souples au niveau du télétravail, et ça veut dire qu'on va quand même voir de temps en temps les gens qu'on embauche. On va leur payer des frais de déplacement en venant nous voir. Ils vont être défrayés pour venir au bureau, ce qui est assez amusant. Mais on va pouvoir prendre des gens un peu à droite et à gauche, et on voit vraiment qu'il y a des gens qui postulent, qui sont dans un cercle plus grand que ce qu'on avait l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça leur permet d'accéder à notre société, alors qu'avant, ils pensaient qu'ils seraient obligés de se déplacer et de se réinstaller.
Pardon, moi j'avais une question, c'est super intéressant là, tout ce que votre témoignage. Moi j'avais une question sur le lien entre votre croissance internationale et dans quelle mesure cette croissance internationale qui a l'air d'être très significative, dans quelle mesure cette croissance internationale alimente finalement la croissance sur le site, votre implantation d'Issoire. Est-ce que vous voyez un lien très direct? Est-ce que votre croissance internationale, est-ce que c'est vraiment c'est de l'export de services? Est-ce que vous vous implantez dans ces autres pays sur lesquels vous allez chercher de nouvelles parts de marché? Et voilà, et dans quelle mesure ça soutient aussi la croissance d'un site comme Issoire? Oui, le modèle est simple en fait. Nous, on développe des solutions logicielles, elles sont toutes développées à Issoire. Et ensuite, on a des bureaux de distribution. On en a un à Versailles, en France, qui distribue sur l'Europe. On en a un à Bangkok. On en a un aux États-Unis, au nord de Boston. Et on en a un à côté de Sao Paulo, au Brésil. Donc, c'est des bureaux qui grossissent en fonction de l'activité locale de service et de vente qu'on veut faire. Mais ils ne font pas de développement de produits. Ils ne font que de la revente. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on grossit aux États-Unis, si on double aux États-Unis, on va quasiment doubler la population de consultants et de vendeurs aux États-Unis pour faire le service et pour accélérer cette croissance. Mais il va y avoir une partie de cet argent qui va revenir en licence logicielle. 20-25% des revenus qui arrivent de ces pays vont venir pour être réinvestis en Europe, et on les réinvestit de deux façons, un petit peu sur le marketing et beaucoup sur la recherche et le développement de logiciels. Donc oui, ça fait grossir énormément Issoire d'avoir des structures en fait à l'étranger qui, elles, sont là pour en fait vendre et déployer nos solutions. D'accord. Et aujourd'hui, vous diriez sur votre implantation à Issoire, quels sont les trous dans la raquette éventuels que vous observez, les éléments de l'offre territoriale sur lesquels il faudrait, vous auriez besoin de plus d'accompagnement, et à l'inverse, quels sont les grands atouts finalement de votre implantation sur place? Bon, les atouts, ils sont le très faible turnover, c'est-à-dire qu'on offre des jobs de qualité dans des régions où les gens peuvent quand même choisir sur un rayon de 30 à 40 km en venant rapidement au bureau le matin. On a des gens qui vivent à Clermont, on a des gens qui vivent à l'est de Clermont, à l'ouest de Clermont et tout le bassin autour du pays issoirien. Donc ça vous laisse le choix d'un projet familial assez sympa avec des infrastructures de bon niveau si vous choisissez les villages dans lesquels vous installez. Donc il y a tout ce côté-là qui est assez attractif et on sent que ça plaît aux gens et on a une vraie fidélité là-dessus. Ensuite, on a quand même quelques petites difficultés infrastructurelles qui sont connues à Clermont-Ferrand. C'est le coût ou le temps pour aller à Paris, qui reste soit très cher en avion, même si on le prend plus en ce moment, soit très long en voiture ou en train, et le petit éloignement, même si ça s'est amélioré, de l'aéroport de Lyon, qui est pour nous un très gros départ vers l'Europe, puisque c'est un vol direct. Il nous faut 1h45 à 2h pour aller à l'aéroport de Lyon. C'est peut-être 1 heure de trop, on va dire, pour que ça soit super sympa, parce que quand on a des vols tôt le matin, ça fait très très tôt. Donc ce petit enclavement, il existe. Il concerne en fait très peu de personnes sur Issoire, principalement les dirigeants et quelques consultants. Et en fait, pour contourner ça, on a ouvert un bureau au campus du numérique à Lyon et on embauche beaucoup de nos consultants maintenant sur le bassin lyonnais. Comme ça, ils sont plus proches de l'aéroport et ça nous crée la chance d'être plus souvent à Lyon, nous les Clermontois entre guillemets. Et on voit que c'est intéressant pour plein de choses. Il y a un réseau maintenant business pour discuter avec d'autres sociétés, comment elles ont grandi, ce qu'elles ont fait lyonnaises, qui sont plus grosses en général que les sociétés auvergnates. Donc ça, c'est très inspirant. Et puis, on a des clients potentiels aussi dans toute cette région Rhône-Alpes, du côté Alpes ou du côté bassin du Rhône. Donc c'est intéressant de faire ça. Et c'est le choix qu'on a fait. En fait, on met nos consultants à Lyon aujourd'hui et plus à Issoire. D'accord. Et enfin, une dernière question sur la concurrence pour une entreprise comme la vôtre. Vous êtes dans une concurrence tout à fait mondiale, notamment eu égard à vos zones d'expansion à l'international. Et comment vous vous positionnez? Notamment, il y a toujours la question des coûts qui peut se poser. Je pense en particulier au marché émergent. Nous, on est souvent sollicité par nos clients pour aller regarder ce qui se passe en Europe de l'Est. Donc, on connaît très bien l'Europe de l'Est et on voit qu'il y a un niveau de qualité très important à des coûts quand même qui demeurent significativement inférieurs à ce qu'on va pouvoir trouver. Vous, quel est votre retour de tout ça par rapport à votre expérience de la concurrence à l'international?
Il y a plein de types de concurrence. Il y a la concurrence des grands éditeurs de solutions logicielles comme IBM ou ainsi de suite, mais qui sont très peu niches en fait, tels que nous on l'est. Donc on va être meilleur sur ce que nous on propose et ils vont être beaucoup plus larges dans l'offre qu'ils vont proposer. C'est là-dessus qu'on les bat. En définitive, c'est quand le projet est vraiment orienté sur ce qu'on sait faire, en général on gagne, le côté spécialiste. Il y a des concurrents qui viennent du monde du matériel dans l'industrie. C'est tous les gros comme Schneider, Siemens, ABB, et ainsi de suite, qui eux vendent du matériel et veulent mettre du logiciel dessus. Ce qu'on fait, c'est des partenariats avec eux plutôt que d'être concurrents. On leur propose des bouts de nos solutions et on enrichit en fait ce qu'ils font. On leur apporte notre avance technologique. Comme ça fait 12 ans qu'on fait de l'IoT et de l'IA dans l'industrie, on a une vraie avance. Et puis ensuite, bon, je pense que c'est notre capacité en fait à se positionner sur le marché et à choisir ce qu'on va faire dans un marché qui offre énormément d'opportunités et ne pas se diversifier, mais au contraire devenir très fort dans ce qu'on fait, qui va nous permettre de continuer à avancer rapidement. Donc c'est la stratégie qu'on a choisie. On va être un vrai niche player dans la capacité à fabriquer mieux les produits plus vite, moins cher et de meilleure qualité. C'est vraiment notre créneau et on va délaisser en fait les autres use cases classiques qu'on voit dans l'industrie qui peuvent tourner autour de la logistique, qui peuvent tourner autour de la maintenance prédictive. On va laisser ça à d'autres personnes. Donc on va devenir fort sur ce qu'on est. Et on a une politique un peu étonnante puisqu'on est inspiré par ce qui s'est passé dans le monde de la transformation personnelle. Tout le monde a un smartphone. Alors c'est quoi un smartphone? C'est un téléphone. Pourquoi il est smart? Il est smart parce qu'il a accès à un App Store qui lui propose plein d'applications, plus ou moins intelligentes d'ailleurs. C'est pareil, BrainCube, c'est une plateforme IoT qui est smart parce qu'on a un App Store et dans cet App Store, on propose des applications BrainCube et on est en train de les ouvrir à plein d'autres sociétés tiers. On devient en fait un peu l'App Store de l'industrie avec des gens comme SAS, avec des gens comme RapidMiner, avec des gens comme des entreprises locales ou internationales de vraiment de grande taille qui sont intéressés par notre capacité à collecter de la data et présenter de la data de qualité des usines de production. C'est une façon de contourner aussi la concurrence en essayant de l'intégrer dans nos offres et de la positionner telle que nous on souhaite. Si vous voulez vraiment travailler avec des data scientists, prenez ces offres-là, nous on va vous fournir le complément pour que ça marche, et ainsi de suite. Voilà. Donc il y a tout un jeu comme ça d'échecs en fait, où on déplace des pions et on essaye de conserver en fait une force pure, et c'est là-dessus qu'on va marketer à fond, quoi. Je rebondis sur la question de la concurrence. Est-ce que pour faire face à cette concurrence multiple, et vous en avez mentionné un certain nombre de formes, est-ce que vous êtes forcé à grossir? Et on entend souvent ça, les startups qui, pour s'imposer sur un marché, doivent atteindre une certaine taille critique. Et si oui, après, la question derrière, c'est comptez-vous rester dans la région et comment développer votre rayonnement de par votre base actuelle? Alors, je vais faire une réponse qui n'est pas une réponse dans l'absolu, qui est une réponse de notre vision stratégique, puisque je ne peux pas me projeter dans tous les marchés, mais effectivement, on est obligé de grossir. Pourquoi? Parce qu'en définitive, on est parti très tôt sur ce marché. Le marché n'existait pas d'ailleurs. Là, on est au tout début de l'émergence de la vague IoT. Tout le monde parle de l'IA, mais ce qu'achète l'industrie, c'est des projets IoT. Gartner estime que d'ici à 2024, on va faire x5 le nombre d'implémentations en volume de projets IoT dans les grands groupes ou les entreprises de taille moyenne. Donc le marché va commencer à boomer. Et si on n'est pas capable de répondre à tous les appels d'offres qui vont arriver et à servir ce marché-là, en fait, il va être servi par les gens qui proposent des choses moins avancées que nous, mais qui sont beaucoup plus costauds au niveau commercial. Donc pour faire ça, oui, on est obligé de grandir, on est obligé de grandir vite, et on a fait une première levée de fonds en 2018, alors qu'on a toujours été positif dans notre développement. On a fait 10 ans de croissance en étant positif, et on est en train de préparer un deuxième tour beaucoup plus conséquent pour se renforcer, et on va choisir en fait des zones géographiques dans lesquelles on veut être vraiment massif. Donc la France en est une, les pays autour de la France, c'est les pays du Nord, on va dire Benelux, Allemagne, et tout ça sont nos cibles, et puis les États-Unis aujourd'hui les USA vont devenir en 2021 le premier pays de notre portefeuille en fait. On va représenter 25 à 30% de notre chiffre d'affaires avec la plus forte croissance. Donc évidemment, on va aller investir beaucoup là-bas. Sachant que c'est un pays immense et qu'on est déjà complètement en télétravail depuis longtemps aux États-Unis pour couvrir la zone géographique gigantesque, c'est 30 fois la France. Alors, moi, j'avais une autre question. En fait, ce n'était pas vraiment ma dernière question tout à l'heure. Non, mais une autre question sur le lien entre, ou plutôt le soutien, et je ne parle pas d'ailleurs du tout nécessairement de soutien financier, mais le soutien que vous pouvez avoir de la part du territoire. Aujourd'hui, comment travaillez-vous avec le territoire? Est-ce que vous avez est-ce que vous êtes en lien très rapproché avec eux? Vous avez évoqué la question des parkings, sur la question de l'immobilier tout à l'heure, donc j'imagine que vous êtes en lien
fréquent avec vos interlocuteurs au niveau territorial. Donc aujourd'hui, de quel soutien bénéficiez-vous et quels sont les domaines dans lesquels vous auriez besoin d'un accompagnement supplémentaire de la part justement de vos interlocuteurs au niveau territorial? Donc au niveau territorial, il y a plusieurs strates. La première, la plus proche, c'est la strate de la mairie qui s'est transformée en communauté de communes aujourd'hui, puisque l'économie est passée à la communauté de communes. Donc on travaille avec eux depuis très longtemps. Et si on est resté à Histoire et qu'on a fait ce projet-là, c'est en travaillant vraiment avec eux. On fait ça, on travaille sur l'attractivité du territoire en sponsorisant beaucoup de choses, culturelles et sportives locales et ainsi de suite. Et puis, on a des projets ambitieux, comme on va créer un Master 2 sur Histoire. Il n'y a jamais eu d'étudiants en fait, de l'Université de Clermont-Ferrand sur Histoire. Donc on a créé un Master 2, non pas pour nous, on l'a créé pour notre marché. C'est-à-dire qu'on va créer des chefs de projet de transformation pour l'industrie. Et ça va se passer dans nos locaux, ça va se passer dans les locaux de la mairie, ça va être fait avec les universités de Clermont-Ferrand. Ça démarre première promo en septembre 2021. Ça a été décalé d'1 an à cause du Covid. Donc ça, ce sont des choses concrètes, locales. Et probablement des nouvelles initiatives vont arriver petit à petit. Après, il y a des limites à ce territoire. Histoire, ça reste petit. Donc on s'est rapproché du Grand Clermont. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des responsabilités territoriales. Moi, je suis président du cluster des entreprises du numérique local, ce qui nous permet d'animer l'écosystème et d'essayer de réfléchir à comment l'organiser. Ça nous donne une grande attractivité pour recruter et ça nous place au milieu de pas mal de projets. On discute avec les grands donneurs d'ordre et les acteurs économiques qui pilotent cette zone-là. Et le troisième niveau, c'est la région. Donc avec la région, on rencontre assez souvent la région, on est positionné comme une pépite dans l'industrie 4.0, donc on participe à des discussions pour structurer les initiatives régionales. On est très actif sur le campus du numérique, puisqu'on a investi là-bas et on a créé donc un consortium d'entreprises. On a été chercher des écoles d'ingénieurs, on a été chercher des PME, des gens du conseil, des grandes sociétés comme Siemens et ainsi de suite. Donc on a un engagement là-bas et ça nous permet de rayonner. Et puis au niveau national, puisque c'est aussi un territoire, on est actif avec France Digital et on travaille sur des problématiques de préparation de la tech du futur, comme on fait un peu d'IA, et qu'aujourd'hui ce sont des technologies qui sont très émergentes, mais pour lesquelles il n'y a pas vraiment de réglementation ou de régulation, et il y a plein de problématiques d'éthique ou de sécurité qui se posent, et bien on anticipe et on fait pour le gouvernement, on participe à des dossiers, ou pour l'Europe, on participe à des recommandations. Donc on est très localement, on travaille pour construire, et après, au sens un peu plus large, on travaille pour notre marché, c'est-à-dire plutôt pour l'économie, essayer de redynamiser l'économie. Nous, on est vraiment des acteurs. J'appartiens à un syndicat professionnel qui s'appelle le JMELEC. On a fait un comité d'orientation digitale pour le gouvernement, que le gouvernement nous a demandé. Et l'idée, c'est de flécher les 35 milliards qui sont mis sur l'industrie pour aider la réindustrialisation de la France et essayer de ne pas se tromper sur les projets qui doivent être faits. Je crois assez peu à la relocalisation, je crois simplement à la localisation de nouveaux projets ou alors à la transformation des gens qui existent. On travaille sur un projet qui s'appelle Chamatex en Auvergne, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est des gens qui font du tissu très, très technique pour les fabricants de baskets. Puma, Nike, ainsi de suite. Bon. Et plutôt que d'exporter ce tissu, il y a eu un regroupement entre les gens de Salomon, les gens de Babola, des sociétés de conseil, Siemens, nous, et ainsi de suite. Et ils ont discuté, et en fait, on va fabriquer donc, les chaussures complètes avec du caoutchouc de Michelin, et ainsi de suite. Et je pense que cette société qui passe du tissu au produit complet avec plutôt une cible haut de gamme, c'est un super totem pour ce que devrait être l'industrie chez nous. Identifier des sociétés de 50, 100, 200 personnes aujourd'hui qui, en changeant en fait de gamme et en étant un petit peu ambitieuses, en utilisant des principes de l'industrie 4.0, peuvent être très rentables sur des nouveaux marchés. Et donc, plutôt que d'aller créer des nouvelles usines, renforçons celles qui ont du potentiel et espérons que certains projets nouveaux arriveront quand même. Justement, sur les projets nouveaux, est-ce qu'il vous arrive d'être prescripteur d'opportunités venant de l'étranger, donc je parle d'investissement étranger. En travaillant avec vos clients, vous êtes aux avant-postes parfois sans doute ou en tout cas un poste d'observation privilégié pour détecter des opportunités d'investissement qui pourraient tout à fait atterrir en France et sur votre territoire. Est-ce qu'il vous arrive d'être prescripteur comme ça de ce type d'opportunités ?
Alors, pas directement, indirectement, oui. C'est-à-dire, ce qu'on fait, c'est localement sur le territoire d'Issoire, quand il y a des projets industriels, et il y en a quelques-uns qui ont émergé ces derniers temps, dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie, et que ce sont des groupes industriels mondiaux, souvent pas français, mais ça arrive que ce soit des projets français aussi, qui recherchent à qualifier certaines zones, et qu'Issoire fait partie de ces zones-là. La mairie nous appelle, ou la communauté de communes nous appelle, et nous, on participe en fait aux discussions. Mais c'est à peu près tout ce qu'on fait là-dessus. Nous, on n'est pas prescripteur, en fait, on n'a pas le temps, on ne le voit pas, et de toute façon, les clients chez qui on est, la grosse chimie, la grosse agro, on ne discute pas avec ces gens-là chez eux, on discute vraiment avec les opérationnels. D'accord. On a des discussions régulières avec les communautés de communes pour envisager, en fait, l'implantation de différentes industries, et de temps en temps, ça débouche. On les aide aussi sur notre capacité à parler anglais. Tous nos élus locaux sont plutôt des élus qui tournent autour de l'Imagrin, qui sont dans l'agro, et ainsi de suite. Ils ont peu de contact avec l'étranger, donc ils sont moins à l'aise, ils connaissent moins les codes de certains pays. Et quand on peut mettre quelqu'un qui parle allemand face à des Allemands, ou quelqu'un qui parle américain face à des Anglais qui parlent face à des Américains, c'est toujours mieux. Donc on les aide. Merci à tous les deux. Je vous propose juste de passer à l'ultime partie de notre webinaire, à savoir une petite session de questions-réponses et d'interaction avec les personnes qui nous ont suivis jusqu'à présent. Vous pouvez toujours écrire des questions dans le chat. Mais je me permets de vous interrompre parce que déjà le temps file, et puis parce que la question est aussi intéressante et un peu liée avec l'industrialisation. La question que j'ai dans les yeux est liée avec l'industrialisation et ses conséquences sur le territoire national. Donc je vous la lis. Elle provient du coup de la communauté de Vichy, Monsieur Liabeuf. Donc bonjour à tous. La problématique de la localisation des entreprises pharmaceutiques est connue depuis plusieurs années. Ah oui, c'était au moment de l'intervention aussi de Gilles Labarrère de séquence, mais on pourra peut-être la généraliser à l'industrie en général. Donc la problématique de localisation des entreprises industrielles est connue depuis plusieurs années. Le mouvement de localisation vers l'Inde et la Chine est ancien. Par contre, comment expliquer que nos voisins allemands et suisses aient réussi à maintenir un appareil productif de haut niveau à la différence de la France? Je vais la publier dans le chat. Peut-être, Vincent, tu vas avoir un commentaire général par rapport à l'outil de production allemand. Effectivement. Donc, alors, bon, à l'évidence, il y a eu un fort mouvement de localisation industrielle vers l'Asie du Sud-Est au cours des dernières années, qui n'est pas terminé. Première chose là-dessus aussi, en Chine, on commence à voir de la désindustrialisation en Chine, ou plutôt de la montée en gamme, enfin en tout cas de la transformation de l'industrie chinoise, où ils cherchent clairement à se débarrasser de tout ce qui a faible valeur ajoutée pour voilà, que tout ça parte dans plutôt des pays qui sont moins avancés, type le Vietnam, le Laos, etc. Et on observe une vraie montée en gamme de la Chine sur l'ensemble de la chaîne des valeurs et des différents secteurs. Voilà, donc eux-mêmes, en fait, eux-mêmes sont en train de vivre et d'accompagner, d'ailleurs délibérément, une transformation de leur industrie qui amène à une relocalisation des industries à plus faible valeur ajoutée vers d'autres pays. Première chose. Deuxième chose, on croit souvent en France que on est moins bon que nos voisins allemands, etc., parce qu'on regarde le stock et on regarde la structure de nos économies. Or, c'est indéniable que l'économie allemande est historiquement une économie beaucoup plus industrialisée que l'économie française. Donc, quand on regarde le stock, on a effectivement un poids de l'industrie qui est significativement supérieur en Allemagne versus la France. En revanche, quand on regarde le flux, on s'aperçoit depuis maintenant 10 ans que la France est la première destination des implantations industrielles étrangères en Europe. Voilà. En nombre de projets, en création d'emplois, voilà. Alors, c'est du flux, c'est qu'on ne mesure là que ce qui arrive, on ne regarde pas le solde, on ne regarde pas ce qui part ou les emplois détruits, mais quand on regarde donc uniquement ce flux qui arrive vers l'Europe, la France est quand même la première destination industrielle depuis 10 ans. En réalité, ce qui détruit plus d'emplois qu'autre chose dans l'industrie en France et dans les autres pays, c'est aussi valable en Allemagne et ailleurs en Europe. C'est pas tellement les délocalisations, c'est beaucoup plus, je dirais, l'automatisation, la technologie qui va faire que la machine remplace l'homme. Et ça,
tout le monde vit ça. En revanche, évidemment, ça crée d'autres emplois. Hein. On observe quand même une transition des emplois vers des emplois très faiblement qualifiés, enfin des emplois très faiblement qualifiés vers des emplois à plus forte valeur ajoutée, et notamment toute une économie de services à l'industrie qui se développe. Donc voilà, donc là, en fait, voilà, je pense qu'il faut nuancer un petit peu ce qu'on observe. Il y a beaucoup aussi d'idées reçues et il faut bien regarder comment les choses évoluent pour être capable d'anticiper donc les questions d'attractivité de demain et être capable d'attirer les bons projets qui créent de l'emploi demain au sein de nos territoires. Mais voilà, je voulais juste rappeler ces quelques éléments. Et en gros, la France n'est pas à contre-courant en termes de tendance, n'est pas à contre-courant de ses concurrents immédiats en Europe ou même au-delà. On est capable de le segmenter, peut-être géographiquement parlant, au sein du territoire national français. Dans nos études EY, Vincent, la région Auvergne-Rhône-Alpes est quand même relativement bien placée à chaque fois dans ces nouveaux projets, en termes de nombre. C'était rappelé d'ailleurs par Sophia en introduction de ce webinaire. Est-ce que cette tendance, elle se poursuit ou... Ouais, globalement, l'attractivité en France, les régions qui fonctionnent bien, enfin les territoires qui fonctionnent bien, on a toute une bande à l'ouest qui va du nord au sud, partie est de la France qui est la plus attractive. Hein. Donc je vais depuis les Hauts-de-France jusqu'à PACA. La région Auvergne-Rhône-Alpes, évidemment, est l'une des plus attractives après l'Île-de-France. Voilà, donc là, il y a clairement un dynamisme économique et d'attractivité très fort sur la région. La région Hauts-de-France se débrouille très très bien. Il faut bien l'admettre. On le sait assez peu, mais en fait, de par leur positionnement au cœur de ce nœud logistique qu'on pourrait appeler Benelux en Europe, ils arrivent vraiment à tirer leur épingle du jeu, mais c'est pas l'unique chose. Nous, on les connaît bien, et je peux vous dire que le niveau d'intensité et d'activité, de proactivité des acteurs de l'attractivité sur les Hauts-de-France est très très fort. Donc c'est vraiment là il y a un niveau de concurrence hein, pour vous avec des agences locales, régionales, etc. qui vraiment se bougent énormément pour aller chercher des nouveaux prospects, pour accompagner les projets, essayer de les gagner un par un. Ils sont très 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 engagés et ça porte ses fruits puisque il me semble que c'était l'année dernière, ils ont réussi à être deuxième derrière l'Île-de-France. Mais voilà, en gros, on a l'Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France qui performent très bien en termes d'attractivité. Il faut maintenir la cadence parce que la concurrence est très forte. Avec Paul, on connaît très bien l'Europe de l'Est, où on voit aussi, nous on a toujours envie de dire à nos clients territoires français, venez voir un peu ce qui se passe en Europe de l'Est, parce que ça remet quand même les choses, enfin voilà, ça remet un petit peu les pendules à l'heure en termes de niveau de qualité, de modernité des infrastructures, de niveau de service qui est proposé auprès des investisseurs. Voilà, ça met une certaine pression sur le niveau de concurrence en fait qui est exercé par nombre de territoires et acteurs de l'attractivité dans ces différents pays d'Europe de l'Est et en particulier, je pense aux différentes régions ou métropoles en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Lituanie, qui franchement, voire même en Roumanie, à la frontière avec la Hongrie, qui obtiennent de bons résultats et pas par hasard. J'amène juste un complément en effet, mais pour abonder dans le sens, puisque j'ai quelques chiffres sur le bilan que j'ai communiqué tout à l'heure, et je confirme en effet que la particularité de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les décisions d'investissement on reste une région très attractive sur les investissements industriels. À titre d'exemple, donc cette année encore sur l'ensemble des projets, on a plus de 31% des projets qui sont dans la production industrielle contre une échelle nationale qui est à peu près de 25%. Donc c'est vraiment une des particularités en effet d'Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais. Merci Sonia. Il y avait une deuxième question également qui était plus en direction de Laurent, mais qui je pense que vous y avez répondu, hein, Laurent, qui concernait l'attractivité du territoire et les ponts que vous aviez avec le territoire. Mais je pense que notre échange a couvert
L'Auvergne a fait beaucoup d'initiatives ces dernières années pour rendre le territoire attractif. Je pense que ça a bien marché. Est-ce que ça aide l'industrie? Probablement indirectement. Moi, si j'ai 2 ou 3 remarques à faire sur ce qui s'est dit, les pays les plus industrialisés au monde restent les pays les plus riches. En France, autour de nous, c'est la Suisse, numéro 1, l'Autriche, l'Allemagne, ainsi de suite. Donc, il faut vraiment avoir une industrie forte. Aujourd'hui, c'est 12% l'industrie en France, mais si on rajoute les services dédiés à l'industrie, c'est 25%. Donc, ça représente un quart de l'économie française. En Allemagne, si vous rajoutez les services dédiés, c'est 39%. Donc ça vous donne une idée de l'écart qui manque. Et la Suisse, sans les services, ils sont à 30% déjà. Je pense que notre situation, elle est liée à plusieurs choses qui n'ont pas tout à fait été dites tout à l'heure. C'est un gros désintérêt de l'État dans les années 80-90 sur l'industrie, avec l'industrie vache à lait et des taxes qui ont été mises en place et qui ont détruit une partie de la compétitivité. Et puis derrière, il y a une transmission des entreprises françaises traditionnelles, paternalistes, familiales, vers des actionnariats plus compliqués, avec une prise en main de la finance, ce que les Allemands n'ont pas beaucoup fait. Et les financiers voyaient des projets low cost beaucoup plus attractifs, et donc il y a eu un désintérêt des usines françaises. Et comme ça a été dit au tout début de ce moment, effectivement, quand vous investissez plus dans une usine française, elle va se dégrader en performance, et quand vous voulez accélérer, elle est plus capable d'accélérer. Donc tous ces phénomènes sont arrivés. Il y a eu l'attrait des marchés extérieurs. Bon, c'est pour ça que je parlais de... Je ne pense pas qu'il va y avoir une grosse relocalisation. Sur les investissements qui ont été faits à l'étranger, ils vont rester. Par contre, sur la sous-traitance qui est faite à l'étranger, on voit qu'il y a une demande et que ça veut revenir. Ça, c'est intéressant. Quand vous ne possédez pas d'usine, vous pouvez peut-être rapatrier proche France ou en France. Et puis après, il faut aider surtout les entreprises françaises, en identifiant des totems, à montrer qu'elles peuvent se remettre en route. Et il faut, à mon avis, plutôt focaliser les investissements sur les sociétés qui ont vraiment du potentiel pour se transformer, plutôt que saupoudrer, où à la fin, ça n'aura aucun effet, quoi. Merci Laurent pour ce complément. On arrive au terme de notre échange et il est midi passé. Je vous remercie tous de votre présence. Je me permets d'excuser également Hugues de Beaupuy qui n'a pu se joindre à nous pour cause de problèmes techniques. Merci également à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises d'avoir organisé et co-créé cet événement. Peut-être Cécilia, Sonia, le mot de la fin pour vous? Je dis juste un mot, Cécilia, je te laisserai terminer. Effectivement, moi aussi, je vous remercie tous pour cet échange. Et en amont de la réunion, j'avais parlé donc de la vocation de ces rendez-vous à être trimestriels, et j'avais donné la date du 3 juin. Et en vous écoutant tout à l'heure, Vincent, et en t'entendant dire que le baromètre, vous allez le publier le 7, je me demande si ça ne serait pas plus pertinent qu'on repousse au 10, en tout cas qu'on fasse un focus à partir de ça. Donc, quoi qu'il arrive, on vous donnera la date définitive, mais voilà, je pense que ça serait peut-être plus intéressant de le faire. Ouais. Et donc, ça donnait plutôt rendez-vous le 10 et on vous enverra évidemment la confirmation de tout ça. Merci encore à tous et je passe la parole à Cécilia. Oui, merci Sonia. Effectivement, tu as raison. Bon réflexe voilà, autant faire un retour après la publication du baromètre. Écoutez, merci à tous. On est preneurs, Sonia et moi et l'équipe d'Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises de vos retours sur ce webinaire. Est-ce que ça a marché pour vous? Enfin voilà, est-ce que c'était intéressant? Enfin voilà, est-ce que ça vous a apporté des choses? Qu'est-ce qui pourrait être fait mieux? Qu'est-ce qui était très bien? Enfin voilà, c'est important pour nous. Ça nous aide à améliorer aussi nos interventions. Je voulais aussi remercier Sequence et Braincube et EY bien sûr pour leurs interventions très très dynamiques qui nous ont voilà, qui je pense ont permis d'illustrer un peu toute la problématique que nous sommes en train de traverser tous ensemble. Voilà. Donc à votre disposition encore une fois, et puis n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous faire un retour pour qu'on puisse améliorer encore ces webinaires et que ça vous apporte le maximum de choses. Merci et bon appétit à tous et bon après-midi.